Bonjour tout le monde. Comme Caroline vient de vous expliquer, on a travaillé dans les dernières années à récolter énormément de données dans le but de faire le modèle bioclimatique. On a ajouté aussi toute l'information sur la floraison. Là, on se retrouvait avec une base de données là, de plusieurs centaines, plusieurs milliers, là, je pense que ça montait à 100 000, là, ce que Caroline disait de données. Puis on s'est dit, on doit sûrement être capable d'aller tirer un petit peu plus de jus de ça. On a tellement de questions dans la Camerise, ça fait qu'on a regardé la base de données, puis on a essayé là, justement de sortir quelques indicateurs de la productivité qu'on pouvait, là, comme en bonus au projet qu'on avait démarré. C'est ça, moi, ma présentation, c'est pas fait tout seul. Je veux remercier, entre autres, Carl Mandeville, un stagiaire de l'Université de Sherbrooke qui a été super précieux pour tout revirer la base de données, justement, parce que là, on l'utilisait pour une toute autre chose, puis qui nous a aussi beaucoup aidé avec toutes les analyses statistiques. Mes collègues Caroline Turcotte, Pierre-Olivier Martel, puis Christian Lacroix, là, qui m'ont aidé, là, c'est ça, à bien m'aligner sur ce qu'on allait présenter aujourd'hui. Puis qui ont été aussi présents lors de c'est ça, tout le processus. Fait que c'est ça, comme je viens de le dire, les résultats que je vais vous présenter, ça provient tous des mêmes données qui ont été prises dans le cadre du projet Phéno. Donc, c'est encore une fois, c'est 6 sites, 3 années, 5 cultivars, Berry Blue, Indigo Treat, Aurora, sur 4 des 6 sites. Indigo Gem sur tous les sites, Honeybee sur seulement un des 6 sites. Donc, dans le fond, les données de productivité qu'on est allé chercher, c'est de l'information sur la mortalité des bourgeons, sur le nombre de fleurs par bourgeon, les taux de nouaison, de véraison, le nombre de fruits aussi par bourgeon. C'est que là, je vais passer à travers ça. Je les ai séparés. Dans le fond, dans un premier temps, je vais vous présenter ces résultats-là sous l'angle des cultivars, puis par la suite, je vais vous présenter les résultats sous l'angle des sites. C'est ça. Avant de commencer, je vais prendre une petite minute là, pour vous expliquer un petit peu les graphiques. Vous allez en voir quelques-uns comme celui-ci tout au long de la présentation. Chacune des zones avec une couleur distincte présente les données pour un cultivar. Dans le cas de ce graphique-là, par la suite, ça va représenter un site. Vous voyez sur le côté, là, on trouve la légende qui permet de faire le lien entre la couleur puis le cultivar qui représente. Pour chacun des points de couleur que vous voyez dans le graphique, ça représente une donnée qu'on a soit prise ou calculée selon les variables. Le point noir que vous voyez plutôt au centre, ça représente la moyenne de toutes ces données-là. Puis vous voyez aussi, il y a une boîte. Cette boîte-là correspond à l'intervalle de confiance de plus ou moins 5 là, par rapport à la médiane. Puis la médiane, c'est la ligne que vous voyez qui traverse la boîte. C'est que ça fait beaucoup d'infos. Je voulais vous l'expliquer, mais on ne va pas aller dans le détail avec toutes ces données-là. Dans le cadre de la présentation, je vais vraiment focuser sur la moyenne. Mais on trouvait ça important de vous présenter les graphiques comme ça parce que c'est très visuel. Puis ça nous permet de voir aussi l'étalement des données, ce qui est assez intéressant. Là, ça donne une meilleure idée de ce que sont les données. Puis c'est un phénomène tout à fait naturel là, quand on travaille avec du vivant comme les camerises soumis à Dame Nature, d'avoir un étalement de données, là, ça ne veut pas dire que c'est pas représentatif, là, au contraire. Donc, on va commencer par la mortalité des bourgeons. Caroline l'a déjà un peu expliqué, je vais revenir. Par mortalité des bourgeons, comme vous voyez sur la photo, là, on entend qu'il n'y a eu aucune croissance à ce bourgeon-là. C'est que le bourgeon primaire, le bourgeon secondaire, le bourgeon tertiaire, là, il n'y en a aucun des trois qui a débourré. C'est que là, si je reviens au graphique en tant que tel, on remarque tout de suite que Honeybee ressort du lot en raison de sa moyenne très élevée. Par contre, c'est ça, c'est le jeu quand on a moins de données. Là, des fois, ça s'exprime autrement. Il y a juste un site. Donc, si on avait eu Honeybee sur tous les sites, on ne sait pas qu'est-ce que ça leur aurait donné là, comme résultat. Tout de même, là, pour les autres cultivars, on retrouve des différences significatives statistiquement. Mais quand on regarde au niveau des moyennes, là, ça reste des faibles différences quand même. C'est que si on regarde dans un nombre croissant, du moins de mortalité à plus de mortalité, on retrouve dans l'ordre Berry Blue, Gem, Aurora, Treat,
suivi de honeybee. C'est que quand on regarde là, vous voyez dans le bas du graphique, là, il y a des lettres, ça c'est les différences significatives au niveau statistique. Puis en dessous des lettres, il y a une rangée de chiffres. C'est le chiffre de la moyenne, donc du point noir qui se trouve dans le graphique. C'est que quand on regarde ces chiffres-là, on voit que, à l'exception de Berry Blue, là, les cultivars présentent une mortalité de bourgeons de plus de 20 %. Alors, on peut se poser la question si c'est trop. Pour l'instant, on n'a pas les connaissances au niveau de la camerise pour le savoir. Est-ce que la camerise, c'est jusqu'à quel point la camerise est capable de compenser là, pour une mortalité de bourgeons? Ça reste quelque chose qui serait intéressant là, à travailler. Je voulais vous mentionner qu'il y a un projet sur lequel on a travaillé, dont le rapport vient d'être déposé sur AgriRéseau par Culture-Innov, démontre que le taux de mortalité des bourgeons est déjà important à l'automne. Donc, on n'est pas face à de la mortalité uniquement hivernale. C'est ça, il y a aussi de la mortalité qui se passe avant l'automne. Puis il faudrait aussi se questionner là, à savoir est-ce qu'il y a la mortalité entre l'hiver puis le débourrement. Mais ça nous donne quand même de l'information de base avec laquelle travailler, puis un peu pour se comparer. Là. C'est que le deuxième facteur qu'on a évalué, c'est le nombre de fleurs par bourgeon. D'une certaine façon, ça nous donne notre potentiel de rendement maximal parce qu'on ne peut pas avoir plus de fruits qu'on a de fleurs par bourgeon. Fait que c'est ça. De façon générale, il n'y a pas de grande différence entre les cultivars. Le nombre des fleurs par bourgeon oscille entre 2 et 4. On a certains là, qui réussissent même à monter jusqu'à 6, mais c'est plus des exceptions. La moyenne tourne alentour de 3. Puis c'est ça, pour un même cultivar, il y a quand même beaucoup de variations. C'est probablement dû là, à la variation là, parce qu'on prenait des bourgeons, comme Caroline vous l'a montré, d'un à 9 sur la tige, puis on sait que c'est pas nécessairement égal là, entre les bourgeons sur la tige. Mais c'est ça tout de même, vous voyez le cercle rouge que j'ai mis, là, Indigo Treat se démarque. Les analyses démontrent qu'il y a significativement moins de fleurs que Berry Blue, Aurora et Gem. Puis comme je l'ai dit tantôt, le nombre de fleurs par bourgeon, ça nous donne un potentiel maximal de rendement pour un bourgeon. C'est peut-être une donnée là, qui peut contribuer à nous expliquer pourquoi les rendements de treat sont moins bons que d'autres cultivars, comme ça a été observé par plusieurs. Le troisième facteur qu'on a évalué, c'est le taux de nouaison. Puis on était bien surpris, heureusement surpris. Ce facteur-là, le taux de nouaison, il nous informe sur le pourcentage de fleurs qui se sont transformées en tout petits fruits. Donc, cette donnée-là est représentée dans le graphique là, par les barres de couleur verte, là, comme le fruit l'est à ce stade-là. Pour cette variable-là, c'est le même constat pour tous les cultivars. Le taux de nouaison est extrêmement bon. Il est au-dessus de 90 %. Donc, il ne semble pas y avoir de problème de pollinisation dans les sites sur lesquels on a fait les essais, puis pour les cultivars qu'on a observés. Par contre, si on regarde la différence entre les barres vertes et les barres bleues représentent le pourcentage de véraison. C'est donc le pourcentage de fleurs qui se sont rendues au stade d'un fruit qui commence sa coloration. On remarque une chute marquée là, au niveau du taux de véraison. La perte de fruits est entre 15 et 33 % selon les cultivars. Donc, c'est quand même assez important. Berry Blue est celui qui a la plus grosse perte de fruits. Puis, quand moi, j'ai regardé, là, je ne vous les présente pas, là, mais j'ai regardé les données par site. Puis, c'est une tendance qu'on voyait dans tous les sites avec une exception. Puis, on va y revenir un petit peu plus loin là, dans la présentation. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose entre la nouaison et la véraison. Je tiens à mentionner que tous les sites avaient des filets pour protéger les fruits. Là, donc, ce n'est pas des oiseaux qui sont venus manger les fruits là, qui expliquent ça. Donc, ça, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est peut-être naturel, là, on ne le sait pas, mais c'est une information qu'on trouvait très intéressante.
Fait que là, ce que je viens de vous montrer, c'est les taux, c'est des pourcentages. Là, dans ce graphique-ci, c'est le nombre de fruits final à la véraison par bourgeon. C'est un petit peu un reflet des autres données que je vous ai présentées avant. Ça nous donne une idée de ce qui va être récolté. C'est qu'on remarque, moi ça m'a bien surpris, là, que malgré un taux de mortalité important, Honeybee s'en sort vraiment très bien avec 2,6 fruits par bourgeon, comme Aurora. Indigo Gem, il n'est pas trop loin avec 2,3 fruits par bourgeon. Étonnamment, Berry Blue, que souvent on associe avec un bon rendement, là, dans nos essais, nous, il y a un nombre de fruits similaires par bourgeon à Treat. Tous les deux sont sous les 2 fruits par bourgeon. C'est que dans le cas de Berry Blue, dont on vante souvent la floraison à abondance, la perte, on vient de le voir, c'est fait vraiment entre la nouaison et la véraison. Tandis que Treat, lui, partait avec un nombre moindre de fleurs au départ. Donc, c'était aussi pour vous démontrer là, que des fois, ça va être, en fonction des cultivars, ça peut être différentes raisons qui expliquent des rendements plus faibles. C'est que ce n'est pas nécessairement une réponse unique. Je voulais aussi mettre un peu en perspective que c'est ça, les données que je viens de vous présenter, c'est des données en moyenne par bourgeon. Ça fait que c'est aussi, dans le fond, le rendement total d'un plant, ça va être en proportion du nombre de bourgeons sur le plant, donc en proportion du nombre et de la longueur des pousses de l'année précédente, parce que c'est sur les pousses de l'année précédente que se trouvent les bourgeons qui vont produire les fleurs et les fruits de cette année. C'est que ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à garder en tête. Vous produisez des fruits, mais en réalité, il faut que vous produisiez des longues et vigoureuses pousses pour avoir des beaux fruits l'année prochaine, parce que c'est là que se trouve votre rendement. C'est que c'est à garder en tête. Fait qu'on a fait le tour sur les données par rapport aux cultivars. Maintenant, je vais embarquer au niveau des données pour les sites. C'est vraiment important de prendre en considération que, bon, les sites sont nommés en fonction de leur région géographique, mais les données concernent vraiment un site unique. Donc, ce n'est pas représentatif du tout de la région. Fait que quand là, ce qu'on regarde, c'est le taux de mortalité, comme on a regardé au niveau des cultivars, mais là, pour chacun des sites, on voit vraiment que le site Montérégie présente une mortalité supérieure à la majorité des sites avec au-dessus de 30 de mortalité. C'est le site qui inclut Honeybee. Ça n'explique pas tout quand même, mais c'est sûr que ça influence. Au contraire, le site Chaudière-Appalaches présente une mortalité significativement plus basse à 15 c'est qu'on voit qu'il y a une grande variation là, entre les sites. On voit aussi nos points de moyenne là, qui font un peu la vague. Là. Ça fait qu'il y a une bonne différence entre les sites là, pour la mortalité des bourgeons. Quand on regarde le nombre de fleurs par bourgeon, bien, on retrouve la même belle vague là, au niveau de nos moyennes. Donc, on a aussi là, une grande variation pour le nombre de fleurs par bourgeon entre les sites. Comme j'ai dit tantôt, notre nombre de fleurs par bourgeon, c'est notre potentiel de rendement max. Donc, on voit dans le graphique que ce n'est pas tous les sites qui partent avec le même potentiel de rendement. Si on compare, là, par exemple, encore une fois, Chaudière-Appalaches se démarque du bon côté là, avec 3,58 fleurs par bourgeon. Les données vont jusqu'à 1,84 pour le site où on retrouve le moins de fleurs par bourgeon. Donc, ça fait, c'est quand même des variations là, qui sont importantes. Pour ce qui est du taux de nouaison, on aurait pu avoir des sites qui varient, comme on a vu pour la floraison, comme on a vu pour le taux de mortalité. Mais pour ce qui est de la nouaison, pour tous les sites, c'est comme pour les cultivars, la nouaison est excellente là, sur tous les sites, en haut de 90, là, vraiment, partout. Mais comme on l'a vu tantôt, c'est ça, la perte de rendement, ça survient vraiment entre la nouaison. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est pas tous les sites qui sont égaux là, dans leur perte de rendement. C'est qu'on voit que ça varie entre 15 et 35 de perte entre la nouaison et la véraison selon les sites. C'est qu'encore une fois, le site Chaudière-Appalaches ressort avec moins de pertes. Puis là, si on se rappelle des données pour les cultivars, je vous avais parlé de Berry Blue.
Berry Blue, c'était celui qui présentait le plus de pertes. Bien, en moyenne, là, tous les sites avaient perdu plus de 25 % de leurs fruits. Puis Chaudière-Appalaches, lui, pour une raison qui nous reste à déterminer, bien, avait seulement perdu 12 %. Donc, c'est une grosse différence là, par rapport à tous les autres sites là, qui étaient à 25, 30. Je pense que ça allait jusqu'à 40 là, % de perte pour ce cultivar-là. C'est que c'est une bonne différence. C'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, là, toutes ces variables-là ont une répercussion sur le nombre de fruits en véraison, le nombre de fruits, notre potentiel de récolte. Fait qu'avec tout ce que je viens de vous présenter, là, je pense que c'est sans surprise qu'on voit que le site Chaudière-Appalaches se démarque là, avec une moyenne de 3 fruits par bourgeon. On voit encore une fois qu'il y a une forme de vague dans nos données de moyenne, là, nos carrés, nos rectangles, montent-descendent. Il y a une grande variation entre les sites. Les moyennes des autres sites se situent là, entre 1,2 et 2,24 fruits par bourgeon. Donc, ça peut avoir un impact important sur le rendement. C'est sûr qu'encore une fois, je me répète, mais ça va être en fonction aussi de la grosseur du plant, mais pas juste de la grosseur du plant. C'est la longueur des pousses de l'année précédente là, qui est importante. Fait que si je peux vous encourager là, à prendre le temps d'observer justement ces pousses-là, combien vous en avez, quelle longueur est-ce qu'ils ont, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est ça, je vous ai présenté un peu ce qu'on a travaillé avec la grosse base de données qu'on avait. Fait que ça nous a donné des indications, ça nous a soulevé encore plus de questions. Fait qu'on a vu qu'il y avait des variations entre les sites. On a vu qu'il y avait un site qui se démarquait en particulier. On a vu qu'il y a eu des pertes de fruits importantes entre la nouaison et la véraison. Ça soulève beaucoup de questions. Je suis sûre que vous en posez. Nous aussi, on s'en posait, on s'en pose encore. Le projet initial n'avait pas été monté pour répondre à ces questions non plus. Mais avec la grande base de données qu'on avait, puis on est allé chercher d'autres données, dont des analyses foliaires, des analyses de sol, puis certaines caractéristiques au niveau des sols, mais on a essayé de trouver des pistes de réponse. C'est que c'est ça. Pour l'instant, ça ne donne pas de réponse claire. On n'a pas rien à proposer de précis, mais on a quand même trouvé des pistes intéressantes à explorer. C'est qu'on a tenté de faire des liens pour les différentes variables dont je viens de vous présenter, là, le taux de mortalité, floraison, véraison. Avec les données qu'on avait, on n'a pas été capable d'établir de pistes pour le taux de mortalité des bourgeons. Mais pour la floraison, la véraison, on a 2 pistes à investiguer. C'est qu'en premier lieu, bien, on a établi des corrélations positives là, entre le niveau de fer foliaire et le nombre de fleurs par bourgeon pour treat et gem, puis entre le fer foliaire et le nombre de fruits en véraison pour aurora. C'est qu'une corrélation positive, ce que ça veut dire, c'est que quand le niveau de fer foliaire augmente, le niveau de fleurs ou de fruits augmente aussi. Là. Ça peut être vu sur le graphique là, par l'inclinaison de la courbe en rouge. Donc, on ne retrouve pas cette corrélation-là pour l'ensemble des facteurs puis des cultivars, mais notre échantillon est petit, puis le projet n'avait pas été mené à la base pour ça. Par contre, ça nous donne un indice. Quand on part, on a à peu près 1000 hypothèses, bien là, ça nous dit que peut-être le fer foliaire, il faudrait s'y pencher un peu plus. C'est un indice qui allume une petite lumière. Aussi, ça a permis de mettre en lumière, là, dans le cadre de nos essais puis les échantillons qu'on a pris, le niveau de fer foliaire observé là, variait entre 30 et 53 ppm. Puis, je suis allée regarder un peu là, ce qu'on pouvait trouver là, au niveau du Canada. C'est un peu différent de ce qui est rapporté, entre autres dans des essais qui ont été faits en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, qui, eux, rapportent des niveaux de fer foliaire beaucoup plus élevés là, que ceux obtenus dans notre projet québécois. Là, la majorité était je ne veux pas dire tous, là, mais ils étaient pratiquement tous en haut de 50 ppm, ça montait pas mal plus haut là, que ça. Par contre, dans ce que j'ai lu, il n'y a rien qui indique qu'ils ont des rendements supérieurs à ce que nous, on obtient au Québec. C'est que c'est pas... c'est ça. Ça reste une piste à étudier. L'étude de la Nouvelle-Écosse rapporte également une variation du fer foliaire entre les cultivars.
dans notre projet, on observe aussi une certaine variation entre les cultivars, mais notre échantillon est beaucoup trop petit là, pour établir quoi que ce soit là, à partir de ça. Par contre, d'autre part, avec toutes les données colligées sur les sites, à l'essai, les analyses foliaires, les analyses de sol, puis des caractéristiques, là, on a pu effectuer une analyse multivariée. L'analyse multivariée, là, vous voyez un des résultats en bas, ce n'est pas pour que vous regardiez le graphique que je l'ai mis, c'est juste pour vous donner une idée là, de ce que ça pourrait avoir l'air. C'est une analyse statistique qui nous permet de positionner les sites les uns par rapport aux autres, puis de déterminer certains facteurs qui vont influencer leur distinction. C'est quand on a regardé ça, là, à notre grande surprise, un des facteurs qui influençait le positionnement du site Chaudière-Appalaches, c'est entre autres le niveau de fer foliaire. Puis quand on retourne au niveau des résultats d'analyse foliaire, c'est un site qui a un niveau un petit peu plus élevé que les autres. Donc, c'est comme une autre indication qui s'additionne aux autres, là, que ça pourrait être un élément intéressant sur lequel se pencher là, dans les prochains essais. Là, par contre, un point sur lequel je veux faire, ce n'est pas une recommandation en rentrant chez vous, quoique vous êtes tous déjà chez vous, mais en tout cas, n'allez pas tous appliquer du fer, ce n'est pas ça le but de la présentation. C'est une piste, on ne sait pas s'il y a un lien réel entre le fer foliaire puis le rendement, puis de quelle façon ça va se travailler, parce que quand on parle de fer, il y a beaucoup de facteurs qui sont à considérer, qui peuvent influencer le niveau de fer foliaire. Je les ai listés là à l'écran. Entre autres. Mais ces résultats, ce que je vous présente, c'est des résultats qui peuvent appuyer des orientations de futurs projets. Puis ça va être ces projets-là qui, eux, vont permettre d'obtenir des réponses précises sur la pertinence, là, justement, de cet élément-là pour la Camerise. On a aussi trouvé des corrélations positives entre le niveau de potassium foliaire du cultivar GEM puis le nombre de fleurs par bourgeon, le nombre de fruits en véraison. Dans ce cas-ci, contrairement au fer, quand on compare les données avec ce qui se fait dans les autres provinces, les données qu'on a se trouvent exactement là, dans la zone de suffisance qui a été déterminée là, par un étudiant gradué en Nouvelle-Écosse. La zone que lui a calculée, c'est 0,84 puis 1,32 %. J'ai indiqué avec les barres vertes, c'est qu'on voit que nos données, les barres bleues, désolé, nos données les plus élevées là, se trouvent dans cette zone de suffisance. Là. Le potassium, c'est un élément qui est important dans la formation des fruits. Puis déjà, dans différents essais qu'on avait faits dans les dernières années, ben, on avait le potassium dans notre mire, là, si on peut dire comme ça. Donc là, avec les travaux qu'on vient de faire, ben, c'est comme une petite lumière de plus. C'est que de façon globale, c'est sûr qu'il y a certainement d'autres paramètres à comprendre afin d'augmenter le rendement. C'est ça notre projet, là, comme je le disais, elle n'a pas permis d'investiguer toutes les hypothèses, mais ça reste que le fer, le potassium, ben, c'est des pistes intéressantes. Ils sont aussi logiques en fonction de nos connaissances. Donc, ça sera pour des projets à venir. Une autre chose que le projet a permis de faire, dans le fond, c'est de prendre des données sur les calibres des fruits, puis sur le degré Brix. Je vais faire un petit aparté sur le Brix. Dans le fond, le Brix, c'est mesuré à l'aide de réfractomètre, qui peut être soit manuel ou électronique, là, comme vous le voyez illustré sur la diapo. L'appareil mesure en fait la réfraction de la lumière et ça permet d'évaluer la concentration des matières sèches solubles. Fait que dans le fond, c'est des sucres, des acides organiques, des minéraux, puis d'autres acides organiques. Dans le cas du sirop d'érable, où c'est utilisé très fréquemment, le sirop d'érable, c'est un liquide qui est assez simple. Ça fait que quand on prend le taux de Brix, ça nous donne une super bonne idée au niveau du taux de sucre. Par contre, la Camerise, elle contient beaucoup de pigments. C'est comme son petit côté santé qu'on aime aussi, mais ça nous joue des tours parce que ces pigments font partie des matières sèches solubles. Ça veut dire que plus il y a de pigments, plus ça influence la lecture du Brix. Fait que c'est toujours à garder en tête, c'est important là, de s'en rappeler que la lecture du Brix, dans le cas de la Camerise, c'est intéressant pour évaluer la maturité des fruits.
mais son utilisation reste vraiment à être optimisée. Puis il faut se rappeler aussi que le BRIC, ce n'est pas nécessairement le seul outil pour déterminer la maturité. Ça va être vraiment, moi je pense que c'est quelque chose qui est important à faire, puis ce serait intéressant de déterminer les critères là, pour vous aider à récolter au moment optimal à l'avenir. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé là, au cours de l'après-midi. Voici les données, les résultats obtenus dans le cadre de notre projet. C'est que sans surprise, Aurora, c'est le cultivar qui présente le plus gros calibre de fruits, allant jusqu'à 1,9 g, là, presque 2 grammes, là, que vous pouvez voir dans la colonne des données minimum, maximum. Donc, ça peut vous donner des chiffres là, pour comparer un peu. C'est que ça, nous, c'est les données qu'on a obtenues sur les sites sur lesquels on a fait des essais. Au niveau du degré BRICS, le BRICS a été pris vraiment au moment où les producteurs récoltaient les plants. Quand on regarde la colonne min-max, on voit que ça varie entre 10,2 et 16,5. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande variation là, au niveau du taux de BRICS au moment de la récolte là, des producteurs. Puis, pour tous les cultivars, là, la moyenne se situe à l'entour de 14. Fait que voici quelques points à se rappeler là, suite à la présentation. Bon, ben, sans surprise, on observe une variabilité entre les sites, puis encore plus entre les sites qu'entre les cultivars. Ce qui est vraiment surprenant, c'est la grande perte de fruits qui a eu lieu entre la nouaison et la véraison. C'est qu'il faut vraiment éclaircir ce phénomène. Par ailleurs, notre travail sur la base de données nous a permis d'identifier des pistes de recherche à investiguer concernant le fer et le potassium. Ça sera à suivre dans les prochaines années. De plus, ça fait ressortir notre besoin d'avoir plus de données comparant les rendements et les caractéristiques détaillées des sites. Je pense que ça pourrait permettre de trouver des éléments qui vont vous aider à avoir des meilleurs rendements. Pour les cultures pérennes, la prise d'analyse foliaire peut être très intéressante. Je vous encourage à en parler avec votre conseiller pour déterminer le meilleur moment et la meilleure façon de faire. Puis quand vous le ferez, n'oubliez pas de prendre les échantillons séparés pour chacun de vos cultivars. Là, on voit que c'est très important. C'est que je termine rapidement en remerciant, bien sûr, tous les producteurs qui nous ont ouvert leur entreprise pour qu'on vienne prendre toutes ces données. C'est très précieux. Merci à tous ceux qui ont contribué là, à la prise de données, puis bien sûr le comité du projet là, qui est absolument fantastique et agréable avec qui travailler. Merci beaucoup.